In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Une émission que nous aurions dû faire aux alentours du 24 décembre 2025, mais encore une fois de plus, c'est de ma faute et je m'en excuse auprès de mon invité, Camille Lugan, qui a fait un film qui s'appelle Selon Joyce. C'est son premier long métrage de fiction, si je ne me trompe pas, mais c'est son quatrième film. Et ce film est sorti le 24 décembre dernier. Et après moult annulations de ma part, il y a eu une idée comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas profiter du fait qu'elle ait fait 4 films pour essayer de comprendre un petit peu cette filmographie, tout en sachant que moi, je connais son cinéma avec son premier film, je crois. C'était même le film de la Fémis, quand elle était encore à la Fémis, si je me trompe pas. Et c'est Karama Karama, le titre du film, que j'avais vu en 2014 et qui avait été pour moi un choc incroyable. Il était passé aux rencontres cinématographiques de Béjaïa. Donc, je connaissais un peu, je vous connaissais un petit peu en quelque sorte. Je crois même qu'on avait un peu, on avait J'adore communiqué. tes choses. C'est ça, voilà. Et donc, le film Selon Joy existe. On va parler aussi des précédents, c'est-à-dire donc Karama Karama, La Persistante qui a été fait en 2018, qui est un film étonnant et qui a été aussi, je crois, montré à la semaine de la critique, si je me trompe pas. Et puis Pas le temps, qui a été fait en 2021, où on retrouve d'ailleurs la comédienne principale. On la retrouvera dans ce loge. Bon, tout d'abord, comment allez-vous? Je vais bien autant que faire se peut dans ce monde, étrange qui va de plus en plus mal. Mm. C'était d'ailleurs, assez récurrent, pendant la fabrication de Solon Joyce, cet aller-retour permanent entre un monde de fiction qui va mal et un monde, réel qui, au moment de la fabrication du film, n'allait déjà pas très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il faut continuer à avancer, à s'interroger, à créer. En tout cas, c'est la ligne directrice, pour ce début d'année 2026. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est un peu, c'est ce pourquoi, en tout cas, vous avez besoin de cinéma pour raconter vos histoires. Bah, moi, j'ai l'impression que le cinéma a toujours agi pour moi, d'abord en tant que spectatrice, comme une chambre d'écho qui me permettait d'élargir une forme d'horizon intérieur. C'est-à-dire que le cinéma m'a toujours permis de faire sens de sentiments fugaces, de sensations complexes dont, dont je trouvais pas forcément la raison ou la résonance dans les relations autour de moi, dans le monde extérieur, et que le cinéma il permettait une sorte d'expansion de l'horizon, que ça soit de l'espoir, parfois de l'angoisse, que c'était, je sais pas, un monde plus vaste que le monde réel, si ça fait sens. Il y avait cet Serge Danet qui disait que cette fameuse phrase, le cinéma lui promettait un monde, en quelque sorte. Est-ce que, sans paraphraser Danet, est-ce qu'il y aurait de cela, la promesse d'un monde? Pour moi, il y a toujours de ça, et encore une fois, en tant que spectatrice, beaucoup. Moi, j'aime aller au cinéma pour voir des mondes, pour pénétrer dans des mondes. Ce qui ne veut pas forcément dire que ces mondes se rattachent pas à notre monde partagé, commun, extérieur, mais que le cinéma propose une étoffe en plus. En plus, ou en tout cas une étoffe un peu différente. Et que ressentir cette étoffe-là, pour moi, c'est très important. Et comme réalisatrice aussi, moi, ce que je cherche, c'est de créer ma propre étoffe. C'est-à-dire de placer ce voile-là, ce prisme-là, sur le monde tel que je le ressens, tel qu'il m'accroche, sur des sensations, sur des thématiques, sur des figures, sur des paysages. Donc c'est effectivement, je pense, entrer dans un film, c'est toujours entrer quelque part où
être immergé, j'irais même plus loin qu'entrer, être immergé dans un espace, et dans un espace-temps. C'est marrant parce que j'ai en tête, là, quand vous racontez ça, j'ai en tête, l'une des images, de votre film La Persistante, je crois qui a été faite en nuit américaine, si je me trompe pas. Les quelques secondes avant où le personnage principal va se faire agresser et voler sa moto et j'ai trouvé, à ce moment-là, avant qu'il se fasse agresser et j'ai trouvé que on était en suspens. J'avais l'impression que c'était un monde en suspens et je pense et quand vous étiez en train de me parler de cela, à ce moment-là, d'étoffe, je pensais à cette séquence, en l'occurrence, que je trouvais très, très beau d'ailleurs. Bah, c'est vrai que dans la persistante, on a beaucoup cherché, je dis «on» parce que c'est un travail collectif, de enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui collabore beaucoup avec, notamment mes chefs opérateurs et sur la persistante, on cherchait vraiment à recueillir une forme d'étrangeté, de cet univers, nocturne, de cet univers entre western, film de montagne, film, film D'horreur fantastique. aussi? D'horreur Ouais aussi peut-être, oui, parce qu'on pense à et on Christine, enfin, et on se demandait en fait comment arriver à le retranscrire au premier degré. C'est-à-dire que quelque chose, c'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais moi il y avait quelque chose qui m'importait beaucoup, pour la persistante et qui m'importe toujours, c'était de faire du cinéma au premier degré. D'avoir, éventuellement des références, de se montrer des choses, en prépa, mais quand on est dans la fabrication du film, de faire un film presque comme si c'était, je vais pas dire le premier, mais en tout cas de le faire le plus sincèrement possible. Et donc d'aller chercher de la sensation qui nous plaisait, de la couleur qui nous plaisait, de l'impression qui nous plaisait. Et cette nuit américaine, elle est un peu le résultat de ça. Elle est le résultat d'un hasard de tournage, qui est que voilà, on avait le désir de filmer cette scène de nuit et que filmer une scène de nuit, en pleine montagne, si vous n'avez pas le budget de Quentin Tarantino pour éclairer tout le paysage, il faut faire avec les moyens du bord. Donc on a fait ce choix de la nuit américaine, qui était un choix en plus, qui esthétiquement faisait sens par rapport à des films dont on parlait. Et il y a eu un hasard assez heureux, c'est que la veille du tournage, il s'est mis à neiger. Donc en fait, ce qu'il ne faut pas faire dans une nuit américaine, normalement sur un plan technique, c'est-à-dire filmer des surfaces qui réfléchissent, ou des surfaces claires, on en a fait un avantage esthétique parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça procurait une sensation qui était pile celle qu'en fait moi je cherchais avec ce film-là, qui était cette sensation de léger décalage par rapport à un monde qui aurait pu nous être familier. j'aime bien l'idée de cinéma au premier degré parce que, déjà je ne connaissais pas ça, ce terme-là et je trouve ça assez beau. Mais, quelles sont les répercussions d'un cinéma au premier degré, hem, dans un film comme Selon Joy par exemple, où, il y a comme ça une espèce de conjugaison entre des moments, d'une espèce de réalité, poétique, voire une réalité crue, des choses parfois un peu surréalistes. Ça serait quoi le cinéma au premier degré? Est-ce que ça serait dans la manière de regarder cela, de capter, dans l'écriture des personnages ou tout simplement aussi peut-être dans la manière aussi de regarder les corps? Parce que enfin, le motif qu'on retrouve souvent dans vos films, c'est, cette proportion que vous avez et d'ailleurs assez belle je trouve à capter un corps. Voire même d'aller plus profond, d'aller très loin dans les mains, dans dégager quelque chose de très charnel tout cela. Donc ça m'intéresse ce rapport ce cinéma au premier degré quand vous dites ça. Hem, bah, c'est effectivement, je pense que pour moi, alors c'est marrant parce que c'est le corps et le paysage. Mmh. Le corps et l'espace pour moi sont assez indissociables dans la manière que j'ai de travailler, sur mes films. Ça part de l'écriture. C'est assez rare que j'écrive en fait dans un espace abstrait. Quand je pense à un personnage,
c'est important pour moi de pouvoir l'imaginer quelque part. Et ce quelque part, c'est pas forcément un endroit réel. Ça peut être un endroit qui existe, mais c'est un endroit qui va avoir des caractéristiques qui, pour moi, émotionnellement, seront fortes. Dans Selon Joy, il y avait cette idée que ce personnage de Joy allait être une jeune femme en mouvement dans un monde assez immobile et même proche de l'écroulement. Euh, je réponds pas non plus à votre question sur le premier degré, mais quand je parle en fait de premier degré, pour moi ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux ce qu'on filme, que ça soit encore une fois le décor ou les personnages qu'on aborde. Et en fait, de manière beaucoup plus simple, pour moi, ça veut dire que au moment de la fabrication, la référence, quelle qu'elle ait été, disons la lignée de cinéma dans lequel le film s'inscrit, doit à ce moment-là s'évanouir au profit de quelque chose qui est capté dans l'instant, au moment du tournage, et qui ensuite, au montage son, à l'étalonnage, vise à créer une sensation immédiate. Un autre terme que je pourrais employer, c'est pour moi c'est une forme de cinéma vertical. Voilà. C'est quelque Ah oui, chose d'accord. qui est là maintenant, qui vous impacte au moment où vous le voyez, qui, avec un peu de chance, vous impacte aussi, enfin vous impressionne au sens premier dans la durée. En tout cas, moi, les films qui ont compté pour moi, c'est des films qui ont décanté beaucoup. C'est des films auxquels j'ai repensé, mais repenser de la même manière qu'on repense parfois à un rêve, c'est-à-dire pas forcément en digérant du sens, mais en se rendant compte que la sensation nous a fait quelque chose. Et quand je parlais de cinéma premier degré pour La Persistante, je me souviens que quand je préparais le film, j'avais à cœur vraiment de me demander aujourd'hui comment on fait, par exemple, un cinéma de genre qui est pas un cinéma de citation, de référence au cinéma de genre des années 70-80, par exemple, mais un Ouais. cinéma qui voilà, a les outils du numérique, un cinéma qui a connu le jeu vidéo, et ça a fait partie de la manière dont on a réfléchi, par exemple, à ce film-là. Mais alors est-ce que, la part d'improvisation est très limitée dans votre processus de création? Non, je dirais pas ça même, au contraire, enfin, c'est une improvisation, qui est dirigée ou guidée ou, avec une intention. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple, pour parler très concrètement, mise en scène, découpage, des acteurs, j'arrive sur le plateau avec un découpage, Mmh. qui peut être, assez précis, mais qui peut, en fonction du décor et de la mise en place, totalement basculer au moment où on se met à tourner. Euh, En fait, pour moi, la valeur cardinale, ça reste celle de l'intuition. Donc si ce qui a été programmé entre guillemets, ou ce qui a été prévu, en se confrontant au réel, ne fonctionne pas, je partirai toujours du principe qu'il faut abandonner ça et privilégier ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai même une certaine aversion pour un cinéma que je qualifie de maison de poupée, avec des cadres qui sont ultra précis, dans lesquels les acteurs ont des marques, ils se déplacent d'un point A à un point B, ou ont quelque chose d'extrêmement chorégraphié. Moi, j'ai l'impression que la manière que j'ai de penser un film, elle est organisée dans le sens
où j'ai des intentions de scène souvent très précises, bon, qui sont aussi parfois liées à des contraintes économiques. Sur un film comme Selon Joy, je pense que d'arriver avec un découpage assez précis, des intentions de mise en scène pour chaque scène, nous a permis aussi de faire ce film dans des conditions qui étaient des conditions économiques assez raides. Mais voilà, j'ai l'impression qu'au moment du tournage sur le plateau, il y a toujours une petite lumière qui doit rester allumée, qui part de ce que font les acteurs, tout simplement, et qui doit voilà, se réadapter, se réinventer au moment de la prise. Alors, je voulais, cette question, une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités, surtout cinéastes, pour comprendre un petit peu d'où ils ou elles viennent, enfin, quelle est leur genèse, leur rapport au cinéma. Et c'est la question de l'image marquante et qui parfois est associée à l'enfance. Et moi, j'aimerais bien connaître la vôtre, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait comme ça dans votre enfance une image peut-être cinématographique ou alors une photo ou une peinture ou quelque chose, enfin quelque chose qui aurait un lien avec votre rapport aux images aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette image marquante? Ouais, c'est une question qui est belle et difficile. En fait, ce qui est marrant, c'est enfin, il y a 2 choses qui me viennent, mais il y en a une, c'est pas vraiment une image, c'est une voix. Mais c'est Oui, une voix liée à l'image, c'est la voix de Hal dans 2001. Heu, d'accord. en fait, je pense que mon 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un film que j'ai vu très jeune, que j'ai pas d'ailleurs compris sur, sur le moment, mais qui a laissé une Ne vous impression. inquiétez pas, je vous rassure, beaucoup n'ont pas compris sur le moment. Ouais, bah, d'ailleurs, je pense que j'ai toujours pas compris, mais en Je vous rassure, beaucoup n'ont pas toujours compris aujourd'hui, tant mieux. je vous rassure. Mais je crois que c'est ça le 1er vrai souvenir marquant. En fait, plus qu'une image, c'était une sensation un peu totale. Mmh. C'était cette voix, c'était presque cette chaleur du film, cette immersion dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, 2001, et en particulier justement l'ordinateur de 2001, ça a été un peu une image matrice, je dois avouer. D'accord. C'est marrant que vous me parliez de pardon, de me parliez de cette voix. Je sais pas pourquoi je pense tout de suite alors que c'est différent et en même temps, je sais pas. Je pense à Karama parce que, si je me souviens bien quand même du film, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui vient de Paris, il va à Dubaï pour finaliser un chantier. Il est censé retrouver, son ami Amir et il est pas là. Mais et en même temps, moi, j'ai l'impression quand vous me parlez de la voix de Hal, c'est un peu cela parce que Hal, on ne le voit pas, on l'entend, c'est vrai. Et pour moi, dans Karamas, qui même s'il n'est pas là, même s'il est absent, c'est Amir, mais moi, j'ai l'impression de l'entendre. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il va très loin ensuite en voir et qu'il va se perdre et j'ai l'impression qu'il va chercher c'est une voix ou une image, une voix VOIX ou voix VOIE. Donc j'ai pas je veux pas faire de la psychologie de bazar, mais c'est marrant quand vous me parlez de Hal et je sais pas, je pense à Karama. Bah, il y a ouais, l'absence, la perte, chercher quelque chose, qui se dérobe et qu'on n'arrive jamais vraiment à saisir ou à ressaisir, c'est une thématique qui me traverse beaucoup. C'est une forme de récit qui m'intéresse, beaucoup, qui correspond justement à des films qui ont été d'une manière ou d'une autre aussi marquants pour moi, notamment dans le cinéma de Tarkovsky. C'est quelque chose D'accord. Mmh. qui m'a toujours fait une forte. Je reprends toujours ce terme d'impression, mais parce que pour moi c'est quelque chose de physique, que ça soit dans Solaris, dans Nostalgia. C'est des films pour moi qui racontent beaucoup ces parcours de personnages qui
à la fois en errance et guidé par un fil invisible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui moi, me parle. Dans Pas le temps, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, puisque le personnage qui est joué par Sonia Boni, elle est guidée par une voix qui l'emmène à Oui, droite, mais à oui, c'est gauche, vrai, vous avez raison. Mais oui, c'est vrai. et qui va nulle part. Enfin, le voyage, il est vain à la fin. Il y a pas de quête. Au fond, je fais un cinéma moi, je rêverais par exemple de faire un film d'aventure. C'est un genre qui me plaît beaucoup. Mais je pense que si je faisais un film d'aventure, ça serait un film d'aventure un peu à contrario, c'est-à-dire qu'en fait, ce seraient les aventuriers de l'Arche perdue, mais l'Arche, elle reste perdue pour toujours, quoi. On la retrouve jamais. C'est un peu le leitmotiv Comme de à mes la films. fin du film, il la retrouve pas. Enfin si, il la retrouve plus ou moins, mais bon, c'est vrai qu'elle est voilà donc mais c'est vrai que j'avais pas je suis vraiment bête. J'ai pas pensé à cette voix alors que c'est beaucoup plus, logique, la voix dans Pas le temps, parce qu'il faut rappeler que dans Pas le temps, elle est, elle est, oui, elle livre des repas et elle a un malus et plus elle fait de courses et plus elle perd de ce malus et il y a une séquence donc elle est guidée par la voix, je pense, de son employeur et il y a une séquence assez belle et ça a toujours été ça dans vos films. Il y a un moment où, non pas le personnage va se perdre ou errer, c'est nous qui ça, il faut que je vous parle un moment de ça, de ce que vous nous faites, non pas subir, mais comment nous, spectatrices, spectateurs, on entre dans le processus de création et j'ai l'impression qu'à chaque fois dans vos films, il y a des petits alors Karama, c'est assez évident, mais il y a des moments où on a la sensation que c'est le personnage ou les personnages, mais plutôt le ou la, parfois c'est plus une jeune femme d'ailleurs, qui va se perdre. Elle a son moment où elle est suspendue, mais en fait, je crois que non, c'est pas forcément elle ou lui, c'est surtout nous. C'est surtout nous qui avons besoin pour, aller encore plus loin dans votre film, d'être suspendu, d'errer un moment de cela et je l'ai ressenti énormément, surtout avec le dernier, avec, Solange Joy pour le coup. Bah, c'est vrai que moi, c'est un état qui m'intéresse parce que alors c'est marrant quand vous dites ce que je fais subir entre guillemets aux spectateurs, mais parce que moi, ce que le cinéma m'a fait, m'a provoqué, j'ai aussi envie de le reproduire, non pas justement en reproduisant des images ou par la référence, mais en recréant la possibilité d'état. Et je trouve votre terme de suspension tout à fait juste à cet égard. Je me souviens par exemple que quand j'ai vu Lost Highway de Lynch pour la première fois, Oui. ce que le film m'a fait, et m'a fait en plus 2 semaines plus tard, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un avait lancé un galet dans un puits et c'est comme ça qu'on se rend compte que le puits est profond. Cette sensation que j'ai eue à ce moment-là d'un espace qui s'ouvrait, qui était mental, psychologique, qui avait été ouvert par le film et que j'ai ressenti à la fois pendant que je regardais le film et après. Cette chose-là, je la trouve magique et je trouve que c'est ce que le cinéma permet. Donc c'est vrai que moi je cherche toujours ce moment-là dans les films que je fais. En tout cas, je cherche à essayer d'ouvrir cette porte chez les spectateurs, ce qui veut pas dire que ça réussit toujours, mais en tout cas laisser la possibilité euh, d'un temps qui est un temps qui échappe un peu à la narration, qui échappe un peu au didactique, qui est différente en termes de rythme, en termes parfois d'image, de montage. Cette respiration-là, y compris dans un cours, je la trouve importante parce que pour moi, elle correspond à une forme de décrochage et on revient un peu à notre sujet de départ et au rapport au réel. Moi, j'ai toujours cherché dans mes films, non pas à décrire la réalité telle qu'elle est, euh,
mais pas non plus à inventer un monde de toutes pièces, mais c'est comme si je cherchais une couche qui est légèrement infra. C'est la Mmh. réalité, mais c'est un petit peu à côté aussi. Et cet endroit-là, moi, il m'intéresse beaucoup parce qu'il a à voir avec le pulsionnel, il a à voir aussi avec la transcendance. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour Joy. Il a à voir en tout cas avec des choses qui sont pas forcément des choses de tous les jours, du discours, et je pense de moins en moins, du discours de quotidien de notre réalité à nous. C'est marrant parce que ça me fait pen enfin, c'est marrant, c'est une façon de dire, bien évidemment, mais ça me fait penser, à au premier plan de la persistante, heu, où on voit, Yvan en rapport avec sa moto, il la caresse, il s'approche d'elle, enfin, il y a une fusion et je me suis posé la question: est-ce que ce moment-là, finalement, ça dit aussi quelque chose de votre cinéma? C'est-à-dire une espèce de relation un peu ambivalente entre la quête de sens d'un personnage et le désir. Et j'ai l'impression que dans votre cinéma, il y a toujours cela, cette quête de sens et le désir. Et j'ai l'impression que vous ne hiérarchisez pas l'un par rapport à l'autre, qu'il y a toujours une cohabitation. Et c'est ce qui donne à votre cinéma une espèce de puissance. Bah, c'est exactement ça. C'est qu'en fait et quand vous parliez du corps, tout à l'heure, pour moi ça s'inscrit là-dedans. Je trouverais très, très vain, et un peu absurde de filmer des corps sans essayer de filmer l'intention derrière. Je sais pas très bien comment le formuler, Oui. mais c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la chair, elle va pas sans l'esprit Mmh. et vice versa, quoi. Et que moi, je viens d'un parcours qui est un parcours très intellectuel, très académique, très écrit aussi, qui est beaucoup passé par la dissertation, la parole, la Ouais. démonstration. Et ça me nourrit parce que ça a ouvert des portes et des champs intellectuels que je regrette pas d'avoir exploré. Mais j'ai l'impression que tout ce que j'essaie de faire comme réalisatrice touche à la même chose, mais sans discours, sans parole, vise en fait à parler de ces choses-là, mais par le biais de la chair, par le biais des corps et de l'espace, comme je disais tout à l'heure. Donc pour moi, effectivement, l'un va pas sans l'autre. Il peut pas y avoir de sens s'il n'y a pas de corps désirant, et il peut pas y avoir de corps désirant ex nihilo comme ça, sans un besoin d'autre chose. Et souvent d'ailleurs le sens, mes personnages n'arrivent pas à le trouver. C'est un peu ce que je disais tout à Oui. l'heure sur la perte et sur la quête de quelque chose qui reviendra jamais. C'est qu'en fait, dans Karama Karama, Anne Noire n'aura jamais vraiment de réponse. Dans Pas le temps, il n'y a pas non plus de réconciliation entre la fatigue du corps et le sens. Et dans Selon Joy, c'est peut-être plus ambigu, mais en tout cas, il y a toujours une tension à cet endroit-là qui, pour moi, est source de drame au sens propre, quoi, vraiment de conflit. Est-ce que vos personnages, on peut dire, je parle des principaux personnages, hein, est-ce que, leur point commun à eux, c'est, de montrer qu'ils ont une certaine foi, une forme de foi? Alors, bon, foi religieuse certes, mais pas que, ça peut être amoureuse, spirituelle, existentielle et cetera et donc c'est pour cela que, hem, on sent que ces personnages, ils sont j'ai toujours eu cette sensation dans vos films que vos personnages principaux sont tellement fragiles qu'ils peuvent, en un plan, sortir du cadre. J'ai eu toujours cette sensation, que cela soit par rapport à Joy, par rapport à Yvan.
même Yvan, mais aussi par rapport à le personnage dans Pas le temps, il y a toujours j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement fragiles, vos personnages. Ça tient qu'à un fil, vraiment un fil. Bah, c'est juste mais parce que moi c'est ça qui me touche en fait, c'est de montrer enfin de montrer, d'essayer de capter cette fragilité, humaine et d'essayer justement de faire tenir le fil, le plus longtemps, possible. Moi par exemple, le plan que je préfère dans Karama Karama, c'est un plan, qui typiquement en fait est pas quelque chose qui a été, programmé ou en tout cas, voulu exactement de cette manière et qui est à peu près au milieu du film, dans une séquence où le personnage d'Anwar se retrouve avec deux jeunes sur un parking et que ces deux jeunes l'invitent à danser. Et on est au milieu de sa journée, il n'en peut déjà plus, il est vraiment au milieu du gué, littéralement. Et il y a un plan où le comédien Najib Boudguiri se met à rire de manière assez longue. Et en fait, moi, j'ai toujours eu la sensation en regardant le plan que en fait, si on le prend comme ça, on ne sait pas s'il rit, s'il pleure. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se casser à ce moment-là, de se briser et qui en même temps va lui donner l'énergie d'ensuite de repartir. Et c'est vraiment cet état de fragilité-là, d'ambiguïté-là, effectivement, qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les personnages. Parce que je trouve que c'est là que réside leur humanité, d'une certaine manière. En tout cas, moi, le pan d'humanité qui m'intéresse. C'est une belle transition parce que il faut absolument que je parle de ça. C'est que, alors on ne se connaît pas vraiment, mais j'ai la sensation que vous faites du cinéma aussi pour regarder des comédiens et des comédiennes. Il y a un amour très, très prononcé pour le jeu, pour l'acteur, pour l'actrice. Que cela soit Sonia Boni dans Pas le temps et dans Selon Joy, mais aussi, Najib. Hem Et en même temps et en parallèle, je vois pas comment on pourrait ne pas être, amoureuse de ces comédiennes et comédiens parce que dans le film, dans les scénarios que vous écrivez, je dis pas que vous les malmenez, mais c'est vraiment une expérience. Je pense que travailler avec vous en tant que comédien, comédienne, c'est une expérience. Donc je pense qu'il ne peut pas y avoir enfin, il est obligé d'avoir une espèce d'amour très fort vis-à-vis de respect, vis-à-vis de ces comédiens et comédiennes pour qu'ils acceptent de jouer, d'expérimenter leur corps, leurs gestes, leur psyché, tout cela et je trouve que ce qui ressort souvent, je sors pas des films, mais quand même parce que c'est le moteur, mais je sens que vous aimez les regarder. Vous regardez vos comédiennes et vos comédiens et ça se voit. Bah, déjà, je vous remercie et pour moi, c'est indispensable parce que je crois que au même titre que le cinéma que je qualifie de maison de poupée, une autre forme de cinéma qui, moi, me rebute, c'est un cinéma qui est à distance des acteurs, des actrices qui filment ou qui les surplombe. Et moi, en fait, on revient un peu à cette question du premier degré, mais dans le premier degré, j'inclus le fait d'être toujours à hauteur des comédiens dans le regard, ce qui veut pas Oui. forcément dire à hauteur en termes d'échelle de plan, de filmage, mais en tout cas de prendre au sérieux ce que le personnage vit, mais du coup qui va aussi avec ce que le comédien ou la comédienne donne au moment de faire vivre ça au personnage. Et je pense que ça passe par un rapport qui est un rapport de confiance entre nous. D'autant plus que pour l'instant, les films que j'ai faits, c'est souvent des films qui sont mono-point de vue, donc l'acteur ou l'actrice, il est là pour toutes les scènes, quoi. Il faut mieux s'embarquer dans une relation un peu sereine. Mais
Ce qui est Enfin, amusant, c'est que pardonnez-moi de vous avoir interrompu. La persistante, oui, et en même temps, vous faites des impairs quand même. Vous vous trahissez un peu parce que dans la persistante, c'est pas Yvan totalement. Il y a aussi peut-être parfois la moto, parfois aussi son rival. Enfin, c'est une expérience assez. ouais, c'est un des seuls films, je crois, où il y a d'autres points de vue. Mais souvent, en fait, ça passe par la manière que j'ai de travailler avec les acteurs. Mmh, Elle passe beaucoup, en fait, par parler du scénario, mais pas forcément en termes de. On fait peu de répétitions, on fait peu de lecture. Parce que, en fait, pour moi, souvent, hors du décor, ça n'a pas un intérêt formidable. Par contre, je me souviens d'accord. que pour Karama Karama et que pour Solon Joy, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, en prenant le scénario scène par scène, je me retrouvais à parler avec Najib et avec Sonia d'état, d'énergie, de choses qui pouvaient paraître, franchement, prises hors de leur contexte, un peu vaporeuses. Mais dont je pense aussi bien lui qu'elle, même en étant en appartenant à des registres de jeux assez différents, ils se sont nourris un peu de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ces conversations, ils les ont. Moi, j'adore en fait quand le comédien se réapproprie quelque chose Mmh. pour aller chercher un endroit auquel moi j'ai pas vraiment accès. Et, et quand je parlais tout à l'heure de confiance et je devrais parler de respect aussi, je pense que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que pour moi, respecter le comédien ou la comédienne, c'est aussi accepter un moment que il ou elle va aller chercher sa matière à un endroit qui m'est pas forcément connu ou auquel je dois pas forcément demander l'accès. Il y a une part de mystère en fait dans le travail avec les comédiens. Je dis ça sans aura mystique, mais qui moi m'intéresse beaucoup. En fait, quand je vois apparaître sur l'écran quelque chose que je comprends pas forcément, mais qui me fait ressentir une émotion, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'un comédien puisse faire à un réalisateur. Parce qu'il y a un endroit un petit peu secret qui se révèle à ce moment-là. Euh, Par exemple, dans cette scène que j'ai citée tout à l'heure sur le parking dans Karama Karama ou dans Selon Joy, le plan de fin, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui, à la fois, a été discuté, travaillé en amont dans nos échanges avec Sonia et en même temps qui n'appartient qu'à elle. Et la responsabilité que j'ai à ce moment-là, moi, sur le plateau, c'est justement de regarder ça avec sincérité et respect. C'est-à-dire que parce que le plan final donc que vous évoquez dans Selon Joy, effectivement, est terriblement, enfin, c'est c'est, heu, c'est très intense. Très intense. En plus, c'est filmé en plan fixe, c'est très, très intense. Est-ce que quand vous dites, je il faut que je fasse attention, il faut que je regarde aussi, de peur de perdre aussi peut-être à ce moment-là la comédienne? Parce que c'est vraiment très intense. Elle joue avec on a l'impression aussi, enfin j'allais même vous dire, est-ce que cette séquence-là, était écrite déjà dans le scénario ou est-ce qu'elle est venue après? Elle était écrite. Il se trouve que par le hasard du plan de travail, on a fait cette séquence le deuxième jour de tournage, D'accord. ce qui n'était Ah oui. pas évident. Euh, mais ce qui s'est avéré très intéressant, c'est que elle est écrite dans le scénario dans le sens où elle est décrite, mais et on peut décrire une intensité, une intention, mais cette couleur-là, elle n'a pu évidemment surgir qu'au moment où on l'a filmée. Et ça a été, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait de tourner la fin aussitôt dans un, dans un tournage. Elle a donné une direction, en fait, à la suite de la fabrication
du film. C'est-à-dire que et pas seulement pour moi, je pense pour toute l'équipe, on savait qu'on se dirigeait vers cette énergie-là de fin. Même si la séquence aurait pu, j'en sais rien, sauter au montage, mais le fait que Sonia ait mis cette intensité-là, et placé cette intensité-là du personnage dans ce plan-là, nous a tous donné une sorte d'horizon et de ligne qui était vraiment intéressant à suivre. Mais de faire ça quand même le deuxième jour, c'est impressionnant. C'est les contraintes. En Non, fait, non, c'est mais un oui, film qui est je tourné je par. parle pas des contraintes, de production, ça je comprends. Non, non, là j'étais vraiment plus dans l'abstrait, je veux dire, parce que j'ai vu le film et celles et ceux qui n'ont pas vu, enfin, c'est très impressionnant de faire ça le deuxième jour. C'est-à-dire que quand ce genre de plan qui arrivera à la fin du plan, enfin, cette séquence qui arrivera à la fin du plan de travail, genre, vous le savez aussi mieux que moi, ce serait cohérent et logique parce qu'on pourrait dire qu'elle a tellement vécu, mais le deuxième jour, ça montre en plus que c'est une grande comédienne. Alors, je pense que Sonia est une grande comédienne et par ailleurs, en fait, là où ça m'a pas déplu, aussi d'arriver, même si je suis arrivée le deuxième jour sur le plateau, l'estomac un peu noué en me disant si c'est raté, c'est raté. Mais en fait, ce qui m'a pas déplu là-dedans, c'était l'idée d'honorer aussi une valeur qui est importante pour moi, peut-être au même titre que l'intuition, c'est la densité. Ouais. C'est Moi j'aime le cinéma qui est dense, ce qui n'exclut pas un cinéma foisonnant dans mes goûts ou un cinéma de digression, mais mais j'aime bien que chaque image ait non pas forcément un sens, mais je trouve pas d'autres mots en fait, une densité. Et le fait de devoir, d'être contraint de tourner cette fin le deuxième jour, ça nous a contraints aussi un peu tous. En tout cas, moi, ça m'a contrainte à cette exigence de densité, en me disant bon bah il faut qu'on ait quelque chose qui ressaisisse ce parcours qu'on n'a pas encore vécu, mais qu'on devra vivre. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose que permet aussi le cinéma par rapport, en tant que forme, par rapport à d'autres formes d'images, y compris des formes que moi je pratique comme scénariste pour les autres, notamment la série, qui est une forme narrative que j'aime beaucoup, Bien sûr. mais qui n'a pas cette qualité de densité qu'a le cinéma. Habituellement, quand vous allez écrire une histoire, généralement, le déclic vient comment? Vous partez donc déjà, comment vient le déclic? Et puis surtout, vous partez de quoi exactement lorsque vous commencez à écrire une histoire? Ça peut, ça varie vraiment. Je pars assez rarement d'un sujet. Je pars assez rarement d'un thème. En fait, je pars pas de l'idée de j'ai envie de parler de ça. Euh, et le plus souvent, en fait, je pars d'une sensation. Euh, une sensation qui peut être liée à un souvenir. Pour prendre un exemple très concret, la persistance, c'est partie d'une expérience en moto qui était presque une forme de souvenir érotique. D'avoir suivi quelqu'un sur une moto sans protection appropriée, pas de casque, pas de blouson, et du coup d'une sensation où le danger, le risque de mort et en même temps quelque chose de très sensuel se mélangeait. Et la persistante est vraiment partie de ça. L'histoire s'est construite à partir de ce souvenir-là. Karama Karama, c'est parti d'une envie de filmer Dubaï.
qui était une ville où à l'époque j'allais déjà depuis plusieurs années, mais c'est parti d'une sensation de Dubaï. Je me suis pas dit je vais filmer Dubaï pour raconter ce que c'est Dubaï, mais plutôt en fait d'impressions que j'avais eues là-bas, de couleurs qui m'étaient restées. Il y a une séquence dans le film qui est une séquence de crépuscule où à un moment il y a un plan qui est un plan totalement abstrait sur le ciel. En fait, le film, il part un peu de cette sensation-là, cette sensation que me procurait le ciel de Dubaï au crépuscule, qui était une sensation en fait d'angoisse assez forte. Souvent, ça part de ça. À partir de ce matériau-là, qui est brut, qui est informe, il y a ces choses dont j'ai déjà parlé qui vont commencer à émerger, c'est vraiment le décor et le personnage. L'un n'allant pas sans l'autre. Et à partir de là, seulement, je dirais, en fait, vient l'histoire, vient l'idée de ce que ce personnage va faire dans ce décor-là. Mais ça peut paraître totalement contre-intuitif, mais ça, chez moi, en fait, comme réalisatrice, et c'est très différent dans mon travail de scénariste, je pars très très rarement du sens à proprement parler, dans le sens de j'ai envie de raconter un personnage qui va faire ça, ça, ça. Et encore moins d'un sujet. Est-ce que pour Selon Joy, le décor, ce ne serait pas la ville? En tout cas cet endroit, assez incroyable, où l'on en fait, c'est très simple. Ça va peut-être vous surprendre, mais en voyant leur histoire, parce qu'en fait, l'histoire raconte donc, Joy qui ne quitte pas son église, qui a une foi incroyable, et qui est orpheline aussi, si je crois bien. Et quand on commence le film avec elle, je crois qu'elle a pratiquement 27-28 ans. Et dans un concours de circonstances, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Andriy, qui se fait tabasser par 2 flics, un peu corrompus, ça on va le savoir un peu après, dans l'église même. Et il se passe quelque chose entre eux, en tout cas dans un premier temps de son côté, puis il se passe quelque chose entre eux, puis en fait on apprend qu'André travaille pour une espèce de gang qui est dirigé, alors pour ceux qui ont eu 20 ans dans les années 90, retrouver Asia Argento, c'est juste extraordinaire. Donc c'était, voilà, je le dis, et qui est donc qui est une espèce de patronne complètement folle, mais en même temps, voilà. Et il y a toute cette histoire, et puis il s'avère que ce couple il veut partir. Et bah, veut partir en plus sur un bateau qui s'appelle Déméter. Enfin, c'est très drôle tout ça. Mais là où je veux en venir, c'est que je sais pas pourquoi, étrangement, je pensais à un film français qui n'a absolument, je crois, rien à voir avec le vôtre, qui a été réalisé dans les années 30, voire même à la fin des années 30, c'est Le Quai des Brumes. Et pourquoi je pensais à ça? Pour 2 choses. Cette envie de partir un moment avec Gabin et Morgan, mais surtout par rapport à la ville. Et en fait, je retrouve cette espèce de décor, d'ambiance grisâtre de la ville, dans Le Quai des Brumes. Je la retrouve aussi chez vous, dans votre film. Et j'ai l'impression qu'il y a et voilà, je sais pas pourquoi je pensais à cela, et j'avais l'impression, je me suis dit: «Mais est-ce que, pour le coup, votre film, aurait des échos très légers, hein, très, très légers avec ce qu'on appelait autrefois et qui n'existe pratiquement plus, ce qu'on appelait le réalisme poétique?» Et j'avais cette sensation-là à un moment. Je me suis dit: «Ça, c'est marrant que ce film qui a sa propre personnalité, moi, je vois autre chose, je vois une connexion avec ce film qui est une connexion improbable, hein, je l'avoue, hein, mais par rapport à la ville surtout, par rapport à la ville». Et j'avais l'impression, en fait, que c'est un film qui aurait pu se passer bien avant, aujourd'hui, enfin, peu importe. Je sais pas, c'est un peu confus ce que je dis, mais je sais pas si je suis un peu clair par rapport surtout à la notion de ville. Voilà, c'est ça. Ouais, absolument. Le film, il est parti à la fois de ce personnage touché par la grâce et de ma rencontre avec une ville qui était Le Havre. Mais que j'ai eu envie de filmer, là encore, non pas pour ce qu'elle est
à proprement parler, parce que si vous allez au Havre, c'est pas totalement ça, mais avec ce qu'elle m'a procuré comme impression. Et ma mère est polonaise, donc j'ai une moitié biographique qui est ancrée à l'Est. Et en fait, quand je suis arrivée au Havre la première fois, j'ai ressenti dans ces lignes, dans cette horizontalité, enfin dans ces dans ces lignes de fuite, la pesanteur de l'Est, quoi. Quelque chose de quasiment un peu soviétique, en même temps fondu avec d'autres choses, une sorte de parfum de désolation, en tout cas le moment où j'y suis allée, qui m'a intéressé d'extraire. Donc c'est pas ce que le parallèle que vous faites entre le réalisme poétique et la manière dont la ville apparaît est pas du tout absurde. Ben, si pour moi en fait elle est passée plutôt par la décennie d'après, c'est-à-dire plutôt par le film noir et par un film noir encore très marqué par l'expressionnisme allemand, en D'accord. particulier les films de Carol Reed. C'est-à-dire que il y a un film que j'ai vu pendant l'écriture et pendant la prépa de Solon Joy, qui est 8 heures de sursis, euh, C'est pas possible. qui C'est mon film préféré de Carol Reed avec Mason. Ce film est extraordinaire. et Extraordinaire. ce film, il a une manière de filmer la ville Ah oui, qui, pour moi, est voilà, totalement héritée de l'expressionnisme allemand, d'un jeu d'ombre, de lumière, de noir, enfin, porté par un noir et blanc sublime et dans lequel il y a ces personnages qui sont mus par une forme de tragique et d'inéluctabilité et voilà et les personnages sont expressionnistes au sens noble, la ville l'est. Il y avait quelque chose de ça que j'avais envie de retrouver. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est passé plus par ce cinéma-là que par Carnet. Mais en tout oui, cas, non, mais j'entends bien. ce qui est certain, c'est que la ville, j'avais envie de la. c'est- Mais c'est pareil pour Paris dans Pas le temps, et c'est pareil pour Dubaï dans Karama Karama. J'ai j'ai jamais envie de filmer les choses telles qu'elles sont, mais plutôt telles qu'elles m'apparaissent, ou en tout cas telles qu'elles me procurent une sensation. Et mon rapport au Havre dans Selon Joy, d'ailleurs le Havre est pas nommé, c'était ça. C'était essayer de faire apparaître la mélancolie profonde et un peu polono-dépressive que cette ville faisait ressortir, quoi. Est-ce que vous avez écrit le personnage de Joy en pensant à Sonia? Ouais, absolument. On avait travaillé ensemble sur Pas le temps. Moi, je m'étais lancée en fait dans un projet à la base qui était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ancré ça se passait à Paris d'ailleurs, dans une vie contemporaine avec des référents très naturalistes. Et à un moment donné, j'ai senti que en fait c'était une direction qui moi ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai vraiment emmené ce film vers un ailleurs qui me correspondait davantage et j'ai écrit en pensant à elle, ce qui n'est pas toujours le cas quand j'écris et qui, dans ce cas précis, m'a fait beaucoup de bien parce que, en fait, il y avait quelque chose qui m'avait tout de suite plu chez Sonia quand on avait travaillé ensemble. C'était un mélange d'une grande capacité physique, d'incarnation des choses et en même temps une très forte intériorité, un sentiment vraiment justement que la filmer, c'était pouvoir filmer l'intériorité d'une jeune femme, de cette jeune femme. Et, et, et du coup, le personnage de Joy s'est construit vraiment aussi comme ça, en, en ayant sa palette de jeux en tête, quoi.
Je vous pose cette question parce que dans le film, autant la séquence finale, on en a un peu parlé, dans ce rapport de confiance entre vous et votre comédienne. Le fait est qu'à un moment, la comédienne sente que c'est possible, donc elle va proposer autre chose ou elle va faire autre chose et vous voyez cela, c'est son propre secret. Et il y a une séquence dans le film, quand on la découvre pour la première fois, elle est étrangement belle et en même temps très dure aussi. Et je pensais souvent à la comédienne, comment elle avait travaillé. C'est la séquence où, pour la première fois, Andrew et Joy ont une relation sexuelle, font l'amour. Et je trouve que ce moment-là, qui est filmé en plan simple, où on voit le corps donc de Joy, et puis il commence à avoir cette relation, et on sent progressivement que l'intériorité que vous évoquiez, explose. C'est-à-dire que pendant, c'est à peu près, je crois, 30 secondes ou 35 secondes, en plan fixe, en cut, on voit, une transformation, et hem et il y a des moments où on n'a pas besoin d'expliquer en quoi, pourquoi, je trouvais ça merveilleux. Je trouvais ça magnifique. Alors que ça peut être aussi casse-gueule pour plein de raisons, et normalement peut-être sur le tournage ou dans le film, mais j'ai trouvé que cette séquence-là, à ce moment-là, il y a un avant, un après, mais qu'il fallait la montrer de manière très frontale, et c'est pour ça que je vous posais la question: est-ce que ce personnage a été écrit, pour l'actrice en question? Et je comprends mieux maintenant, mais en tout cas, c'est un moment vraiment très fort. Bah, c'est un moment clé en tout cas pour le personnage et moi je suis évidemment, extrêmement touchée, que vous ayez été marquée par cette séquence et par ce point de bascule parce que bon la question de la représentation des scènes d'intimité, de sexe au cinéma, elle est éminemment complexe. Son écriture l'est aussi. Je suis partie des scénaristes de cinéma associés. On a fait toute une table ronde à ce sujet là-dessus l'année dernière. Et, et forcément, en fait, il y en a eu tellement. Et elles sont parfois gratuites, elles sont parfois inutiles. Dans le parcours de Joy, c'était une nécessité. C'est un vrai moment de transformation, comme vous l'avez dit. Et moi, c'est une séquence en fait qui a évolué entre bon, à l'écriture, elle est décrite, comme je disais tout à l'heure de la fin. Voilà, on décrit les choses et on peut placer des intentions, mais c'est pas pour autant que ces intentions vont être forcément honorées ou vont réussir à émerger. Il y a le travail avec les comédiens qui, dans une séquence de ce type-là, évidemment, un peu à part. Il y a la manière de la filmer. Et c'est étrangement une séquence dont on a compris au montage avec le monteur Grégoire Pontécaille qu'il fallait lui donner peut-être plus de temps encore que ce qu'on avait initialement envisagé. Le plan en fait est assez long. Il est monté quasiment in extenso. Ce qui Oui. peut paraître une coquetterie ou une volonté de faire du style, mais qui est vraiment en fait. Je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure de regarder les comédiens. Regarder les comédiens, pour moi, c'est pas seulement sur le plateau arriver à voir dans quelle direction ils vont et tirer un fil et parvenir à les diriger comme ça en partant de leur travail, de leur intuition. C'est aussi au montage. En fait, c'est une séquence dont j'ai pris conscience au montage que la manière dont je pensais initialement la construire était moins intéressante que quelque chose qui s'était passé et il fallait pas la monter comme une séquence classique, mais il fallait vraiment montrer cette transformation. Et le plan Mmh. tenait. Et je me souviens que ce jour, on s'est rendu compte, le monteur et moi, que le plan racontait tout, sans besoin de découpage, de montage. C'était enfin, pas seulement un soulagement, mais vraiment
une impression très, très forte, quoi. Et effectivement, il y a de cela. Le film, donc, selon Joy, est sorti le 24 décembre dernier. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore visible un peu partout en France. J'espère qu'il y a encore quelques salles qui puissent montrer ce très beau film. En tout cas, il sortira en DVD, Blu-ray, ça c'est sûr et certain, voire même en VOD. Donc, il faudra le voir. Les autres films de Camille sont Pas le temps, La persistante et Karama Karama. Et je voudrais vous poser une dernière question. Quand j'ai revu Karama, euh, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai trouvé que selon Joy, enfin, j'ai trouvé que des 3 courts-métrages que vous aviez fait précédemment, peut-être, je dis bien peut-être, j'avais l'impression que Karama, dans sa densité, ce que vous évoquiez, dans le rapport à la durée, dans cette manière de regarder aussi, comme si, c'était vous-même qui regardiez, qui jouez, donc il y avait un côté un peu documentaire. J'avais l'impression que Karama, peut-être, je dis bien peut-être, était celui qui se rapprochait un peu le plus de Selon Joy. Et je m'aperçois qu'en fait, très souvent, vous tentez des choses, même si vous gardez une certaine tonalité, mais que vous tentez quand même des choses à chaque film. Et je voulais savoir si pour le prochain, vous continuez encore à tenter des choses? Bah, j'espère. Enfin, déjà, je pense qu'on a tous un peu tous les cinéastes ont des obsessions secrètes et personnelles qui reviennent à chaque Mmh. film comme des leitmotifs un peu, voilà, avec variation évidemment, mais que ce qui est beau, c'est quand même encore une fois, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des portes sur des mondes et du coup de profiter de l'espace d'un film pour se déplacer à l'intérieur de ce monde-là. C'est vrai que entre Karama et Joy, il y a quelque chose qui est revenu en fait peut-être beaucoup plus fort que dans La persistante et Pas le temps, qui est une aspiration presque un peu métaphysique. Il y a quelque chose de, pour moi, ces deux personnages qui, sur le papier, n'ont rien à voir, celui d'Anouar et celui de Joy, mais qui sont tous les deux à la recherche de quelque chose qui dépasse un peu le monde terrestre, quoi, même si ils se le formulent pas forcément comme ça. C'est des personnages, de toute façon, je pense que ce qui unit tous mes personnages, c'est qu'ils sont toujours un peu en quête d'absolu. Pour le prochain, il y a quelque chose qui est certain, c'est que enfin, en tout cas, une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est que je vais essayer de partir non pas d'un personnage trop solitaire, mais plutôt d'un duo de personnages. Donc ça, déjà, c'est Oui. un Ah grand oui, continent inconnu qui s'ouvre oui, et c'est on nouveau. verra parce que ouais. C'est nouveau. Encore que je pourrais être, je pourrais être taquin et vous dire: «Non, non, mais dans La persistante quand même, Yvan et sa moto, Il y a un c'est couple, il y a déjà un couple, c'est vrai. il y a un couple». Un film vraiment étonnant. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup, de m'avoir consacré, pratiquement plus d'1 heure pour revenir un peu sur ces films et faire la connexion avec le dernier qui est sorti donc, il y a très peu de temps et c'était vraiment un plaisir et vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci à vous, Samir. Merci à vous. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.